merci à vous tous pour votre invitation à ces premières éditions des ateliers du rétablissement. C'est un grand honneur et en même temps une lourde charge pour moi, son proche collaborateur, de présenter le professeur Bellivier, donc, que vous venez d'entendre à l'instant. Et comme il vous l'a dit lui-même, ma présence ici et son intervention témoignent de tout l'intérêt que nous portons à vos ateliers et à vos échanges d'expériences. Alors pourquoi est-ce important pour nous? Je crois que Franck l'a finalement assez clairement exprimé, pour au moins 3 séries de raisons. La première, parce qu'effectivement, nous vivons aujourd'hui un moment assez exceptionnel pour la santé mentale et la psychiatrie, avec une prise de conscience collective de leur importance respective et la volonté affirmée d'en faire un vrai sujet sociétal. J'y reviendrai bien évidemment. Ensuite, parce qu'un cap est fixé, peut-être encore insuffisamment perçu, insuffisamment visible, mais avec des orientations fortes du gouvernement et des mesures concrètes pour engager les évolutions qui sont commandées par les besoins, les attentes des personnes et des professionnels concernés, ainsi que par le contexte. Et ces évolutions, elles sont largement irriguées par la logique du rétablissement qui est au cœur de vos ateliers. Enfin, parce que pour mener à bien ces évolutions, si bien sûr une impulsion venue du haut est indispensable, elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas parce que ce sont d'abord les acteurs que vous êtes, mobilisés collectivement au plus proche des territoires de vie, qui sont déterminants. Donc en un mot, je vais essayer, dans ces quelques instants, d'éclairer les enjeux de votre journée à la lumière des enjeux nationaux qui nous mobilisent au niveau de la délégation. Un moment exceptionnel que nous ne devons pas rater. Comme le dit souvent Franck Bellivier, nous sommes à un moment où, quelque part, tous les astres sont alignés pour finalement faire avancer la cause de la santé mentale et de la psychiatrie, et où une volonté s'est affirmée pour en faire un enjeu sociétal. Bien sûr, la crise Covid que nous traversons, qui malheureusement n'est pas encore derrière nous, a été un accélérateur extrêmement puissant de cette prise de conscience. Elle a été au moins pour une quadruple raison. D'abord parce qu'elle était révélatrice, et elle est révélatrice de cette évidence, cet altruisme, et c'est toujours bon de le rappeler, que la santé psychique est absolument indissociable de la santé somatique. À la fois comme cause et comme conséquence, elle est la conséquence de l'impact d'une épidémie somatique, mais elle est aussi un levier pour gérer cette crise épidémique. Et je peux vous dire que dans toutes les décisions que le gouvernement est amené à prendre en réponse à cette crise, la dimension de la santé mentale, ne serait-ce que pour les enfants, est quelque chose qui pèse extrêmement, extrêmement fort. Deuxième révélation, elle est révélatrice, bien sûr, de la vulnérabilité psychique des Français, cela a été dit par Franck Bellivier, et plus particulièrement d'un certain nombre d'entre eux. Les personnes isolées, les jeunes, les étudiants, les personnes en situation de précarité sociale, les personnes âgées, et tout cela met en exergue, malheureusement, les inégalités de santé. Cela a été et reste fortement documenté tout au long de cette crise, notamment par Santé publique France, par les différentes enquêtes, l'enquête de Coviprev notamment, et cela a été rappelé avec un cri d'alerte d'ailleurs hier, pas plus tard qu'hier me semble-t-il, par la défenseur des droits, Claire Hédon, sur la santé psychique des enfants, qui est quand même un vrai sujet qu'on n'avait pas vu auparavant, avec notamment des syndromes dépressifs, des tentatives de suicide qui sont extrêmement inquiétants. Elle est révélatrice, cette crise aussi, bien sûr, des fragilités préexistantes et cruellement mises en lumière de notre système de soins, et tout particulièrement dans le champ de la santé mentale. Une santé mentale qui, tout à la fois, doit faire face à une très forte augmentation des besoins qui préexistaient de cette crise, mais qui, bien sûr, ont été renforcés, et à une crise des vocations, qui n'est pas propre à la psychiatrie, mais qui est extrêmement marquée dans la psychiatrie, que ce soit au niveau des personnels médicaux et paramédicaux, qui est une crise quand même assez inédite. Mais, et ça c'est le point positif, cette crise elle est quand même révélatrice des incroyables capacités de résilience. Résilience bien sûr des Français, pour faire face, pour surmonter cet épisode, on l'a vu, on le voit tous les jours, mais aussi, et pour le champ qui nous intéresse plus directement aujourd'hui, des acteurs de la santé mentale. Il y a un peu plus d'un an, au cœur de la crise, nous avons au niveau de la délégation, en appui avec nos collègues de la Direction générale de l'offre de soins, en appui avec l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, fait un premier retour d'expérience
sur toutes les innovations, comment les professionnels, comment les usagers se sont mis en ligne pour affronter cette crise. Et plus de 150 projets nous sont remontés, montrant finalement cette accélération dans les évolutions, avec par exemple la multiplication des plateformes d'écoute, le développement des services ambulatoires, la promotion de la télémédecine, ou encore une coopération renforcée entre les personnels de champs différents, et en particulier du sanitaire et du médico-social. Deuxième point de ce propos, donc, toujours dans cette prise de conscience, le fait que ces alertes ont été entendues, et je crois que c'est important, que ce diagnostic a été validé au plus haut niveau de l'État. C'est ce qu'évoquait Franck Bellivier. Nous avons eu les assises de la santé mentale et de la psychiatrie, donc il y a à peu près un petit peu plus d'un mois, le 27 et 28 septembre dernier, qui s'est inscrit aussi dans le contexte d'une prise de conscience au niveau international, et notamment à travers le sommet des droits, le sommet mondial des droits, qui était organisé par la France à Paris, et qui a réuni donc les partenaires qu'a évoqué Franck Bellivier. Donc, depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans, les alertes sont multiples sur l'état d'urgence de la psychiatrie, pour reprendre un ouvrage qui a fait date, de multiples rapports se sont succédés. Je crois que maintenant, le diagnostic, tout le monde le connaît. Je ne vais pas le refaire ici, en passant par l'inachèvement du virage ambulatoire, la trop forte propension aux soins sans consentement, les entrées trop tardives dans les soins. Tout ceci est maintenant, je crois, bien établi, et l'heure n'est plus à contester ce diagnostic, et il a été donc, je dirais, approprié par le président de la République lui-même, avec des mots assez forts, où je reprends son expression, où il a souligné donc l'importance de la santé mentale et de la psychiatrie, incompatible avec le sous-investissement, notamment financier, dont elle a trop longtemps bâti, et il a regretté la désaffection croissante des jeunes médecins pour une discipline psychiatrique dont la richesse et le dynamisme exigent de lui rendre toute la considération qu'elle mérite. Et cette validation, comme je le disais, elle fait écho à une reconnaissance de l'importance de la santé mentale à l'échelle internationale. La crise, la pandémie, elle a créé un momentum pour la santé mondiale, et plus particulièrement pour la santé mentale, que porte très fortement l'OMS. Un certain nombre de sommets ou de déclarations importantes se sont succédés ces derniers mois. Le sommet d'Athènes, la déclaration du G20 sur la santé mentale, une initiative de l'OMS pour la création d'une coalition en santé mentale, et point d'orgue jusqu'à ce jour, donc ce sommet mondial sur les droits. De ces deux événements, je crois qu'il y a, vu de la délégation, nous avons ressorti quatre messages forts. Premier message, c'est que la santé mentale, c'est un sujet qui nous concerne tous et qui n'est pas réservé aux seuls spécialistes et qui doit sortir de l'ombre. Et je crois que la traduction la plus concrète de cette évidence, ça a été la campagne lancée par Santé publique France à l'occasion de la crise, notamment sur en parler, c'est déjà se soigner, parce que je rappelle que c'est la première fois depuis 14 ans qu'on faisait une campagne nationale de santé publique sur la santé mentale. Donc je pense que c'est un signe quand même extrêmement, extrêmement fort. Deuxième message, et là on est au cœur de votre sujet, c'est que la santé mentale est un sujet qui doit s'appréhender globalement dans les trois dimensions concomitantes de la prévention, du soin et de l'assertion sociale. Et dans ce cadre-là, bien sûr, la place de la psychiatrie y est absolument éminente, mais elle n'est pas exclusive, et je crois que c'est important. C'est qu'aujourd'hui, la psychiatrie s'ouvre et doit s'ouvrir effectivement à l'ensemble des autres disciplines et agir, travailler dans un collectif. Donc en un mot, il s'agit de s'inscrire dans cette logique du rétablissement qu'a défini Denis Leguet, et qui, sans méconnaître bien sûr l'importance de la guérison clinique lorsqu'elle est possible, ou de l'action sur les symptômes, s'emploie à accompagner la personne dans un projet qui est plus large que le seul projet de soins, qui est un projet finalement de vie, avec tous les accompagnements, tous les étayages nécessaires, notamment pour son insertion sociale à travers des politiques d'accès à l'emploi, d'accès au logement, d'auto-organisation, d'empowerment, comme on dit, via notamment le développement des groupes d'entraide mutuelle, où nous avons ici une représentante. Quatrième point, c'est que la santé mentale requiert une mobilisation collective, je n'y reviens pas. Et dernier point, c'est que cette mobilisation, cette prise de conscience, elle doit perdurer, bien évidemment, au-delà de la crise Covid. Alors, comme je l'ai dit en introduction, même si cela peut-être n'est pas encore suffisamment perçu, nous avons un cap. Nous avons un certain nombre de mesures concrètes que des grandes réformes structurelles vont venir renforcer, et tout ceci a été fortement, je dirais, amplifié et enrichi à travers ce qui a été annoncé dans le cadre des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Ce cap, c'est cette feuille de route dont
Franck Bellivier est chargé d'assurer l'application, qui a été annoncée il y a 3 ans, qui, je le rappelle, repose sur un triptyque: la promotion de la santé mentale, du bien-être mental et la prévention de la souffrance psychique, le parcours de soins, bien évidemment, fluide et sans rupture, et la citoyenneté et l'insertion sociale. Cette feuille de route, elle consacre à la fois une ambition, qui est de porter une vision positive et non plus, excusez-moi, misérabiliste de la santé mentale, et de promouvoir une psychiatrie qui ne soit plus le parent pauvre de la médecine, ça a été dit et redit. C'est une approche holistique de la santé mentale, donc, puisqu'elle traverse ces trois domaines, et c'est une entrée par les droits. Et je crois que c'est extrêmement fort, puisque l'un des axes forts de cette feuille de route, c'est la lutte contre la stigmatisation de la maladie mentale. Les personnes concernées ne doivent pas être stigmatisées, doivent avoir en tout lieu accès à des soins et des accompagnements de qualité dans le cadre d'un parcours coordonné qui privilégie autant que possible les dispositifs ambulatoires et mobilise une pluralité d'acteurs au sein de ces territoires, ces personnes ayant droit à une vie, une participation sociale reconnue, une parole, une expérience valorisée. Je pense qu'on est là au cœur, effectivement, de la logique de rétablissement et de la réhabilitation psychosociale. Dans le cadre de cette feuille de route, depuis 3 ans, beaucoup d'actions ont été engagées. Je ne vais pas, là non plus, toutes les énumérer, mais on peut rappeler, par exemple, le déploiement du dispositif, la stratégie nationale de prévention du suicide et le déploiement du dispositif vigilance de recontact des personnes suicidantes. Bien évidemment, les actions en faveur d'un rééquilibrage de l'offre de soins, notamment dans le champ de la pédopsychiatrie, et la promotion de l'innovation à travers, depuis 3 ans, le lancement d'un certain nombre d'appels à projets nationaux. Le soutien aux dispositifs inclusifs, que ce soit dans l'emploi, que ce soit dans le logement, et le soutien aux groupes d'entraide mutuelle. Je suis trop long. Voilà, j'ai compris. Très bien. Et donc cela a été renforcé par les assises. Je n'y reviendrai pas. Ce qui nous paraît important, c'est les avancées qu'on peut y discerner. Je crois qu'elles sont de 2 ordres. D'abord, des signes encourageants, celui de l'émergence d'un consensus autour de l'articulation santé mentale et psychiatrie. C'est un sujet qui, pendant des années, était quand même un sujet assez comment dirais-je, qui suscitait pas mal de débats et d'oppositions. Je crois qu'aujourd'hui, la cause, entre guillemets, est acquise et que chacun, dans cette dialectique, y trouve sa place. C'est également celui d'une orientation rétablissement qui fait son chemin. Je rappelle que depuis une grande circulaire de janvier 2019, la promotion de la réhabilitation psychosociale et du rétablissement, c'est une mission qui est conférée à l'ensemble des établissements de santé mentale. Et le deuxième point, issu de ces assises, de cette feuille de route, c'est l'élargissement de la perspective. Ce qui est très important, c'est qu'à l'occasion de ces assises, on a vu que le champ de la santé mentale sortait du domaine réservé du seul ministère de la Santé. Et que nous avons réussi à mobiliser aussi d'autres acteurs ministériels, que ce soit le ministère du Travail, que ce soit le ministère de la Justice, voire, et vous en aurez les échos la semaine prochaine, le ministère de l'Agriculture, parce que la santé mentale, c'est transversal absolument à tous les champs. On pense ici au suicide des agriculteurs, au suicide des policiers. Donc je crois que cette mobilisation, cette prise de conscience au plus haut sommet de l'État, elle est essentielle. Ce cap, il s'appuie sur des grandes réformes structurantes que je ne vais pas détailler, mais qui vont être des leviers extrêmement puissants. Et j'en vois 3. Ça paraît un peu techno, mais c'est extrêmement important. C'est la réforme du financement de la psychiatrie, pour sortir effectivement de dotations historiques qui n'avaient plus beaucoup de sens et finalement adapter les dotations des établissements à l'évolution des besoins et encourager les innovations. Ça va être la réforme des autorisations de l'exercice de la psychiatrie des établissements. C'est extrêmement important parce qu'à la différence peut-être d'autres disciplines, en MCO par exemple, la psychiatrie était sous-encadrée. Et bien sûr, le déploiement des projets territoriaux de santé mentale. En un mot, il nous semble que quelque part, on est un peu dans, je dirais, la suite d'un cycle trentenaire. En 1960, nous avons eu la grande circulaire qui a consacré le secteur psychiatrique. En 1990, on a une grande circulaire qui a défini la politique de santé mentale. Et aujourd'hui, en 2020-2021, je crois que nous entrons dans un nouveau cycle qui est peut-être, sans doute, celui de l'orientation rétablissement. Dernier point, je vous promets que je m'arrête tout de suite. Parce que je crois que c'est un point important, c'est que, bien sûr, tout ceci est vu peut-être à l'échelle, au niveau central, comme on dit, mais nous avons bien conscience que ça n'a de sens que si ces efforts sont réellement, je dirais, irriguent le territoire, sont vraiment mis en œuvre au niveau des territoires, que finalement l'initiative, elle vient de là.
Et c'est ce qui va nous guider, c'est ce qui va guider la délégation dans les prochains mois autour de cinq priorités. La première priorité, c'est de poursuivre, je l'ai dit, cette action contre la lutte contre la stigmatisation. Ce n'est pas seulement les questions d'isolement et de contention, qui sont des sujets extrêmement difficiles, extrêmement sensibles. Vous savez qu'il y a un article de loi qui a été débattu suite à 2 décisions du Conseil constitutionnel. Nous sommes sur une ligne de crête. C'est un sujet qui est très difficile pour trouver, je dirais, le bon positionnement. Mais au-delà de ça, bien sûr, c'est encourager, développer tout ce qui concourt à l'empowerment. Et je pense que les mesures des assises sur notamment le soutien aux GEM et à la pérédance, c'est quelque chose de très important. Deuxième priorité, associer pleinement les usagers et les familles, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Troisième priorité, ça va être d'accompagner les acteurs locaux, et au premier rang, nous, entre guillemets, agences régionales de santé, dans l'appropriation de ces réformes importantes, de ces leviers importants que sont la réforme du financement de la psychiatrie, la réforme des autorisations, mais aussi la poursuite et la mise en œuvre concrète des projets territoriaux de santé mentale, dont je rappelle qu'aujourd'hui, nous finançons, pour la pérennisation de ces projets, des postes de coordonnateurs de PTSM. Quatrième point extrêmement important, c'est le décloisonnement entre le sanitaire. Je sais que ça tient beaucoup à cœur de Denis Leguet. Au-delà, je dirais, de l'incantation, décloisonner le sanitaire et le médico-social, je pense que les projets territoriaux de santé mentale sont effectivement le cadre idoine pour faire travailler ensemble tous les acteurs, pour faire en sorte qu'effectivement, au-delà du soin, se mettent en place des stratégies d'insertion, d'inclusion sociale. Et puis, dernier point, bien sûr, et non des moindres, c'est d'expérimenter, d'accompagner, de diffuser les innovations. Nous devons, et ça, nous ne sommes pas très bons, il faut le reconnaître, il faut qu'on s'améliore sur ce registre, nous devons d'abord être en capacité d'identifier tout ce qui revient du terrain. Il se passe énormément de choses. Ça, c'est le premier point. Ça justifie aussi l'intérêt que nous portons à votre journée d'aujourd'hui. Nous devons être en capacité d'évaluer, parce qu'il faut aussi évaluer, bien évidemment, toutes ces expérimentations, voir leurs freins, voir leurs critères de réussite, pour être en capacité de les modéliser et de les diffuser. Ça, c'est un gros chantier, et c'est celui auquel nous souhaitons nous atteler. Je vais m'arrêter là, juste d'un mot. Je ne voudrais pas vous laisser l'impression que nous avons le sentiment d'être dans un monde de bisounours. Je m'excuse, mais je veux dire par là que nous connaissons, nous savons effectivement aujourd'hui toutes les difficultés du secteur de la santé mentale et de la psychiatrie. Et nous savons ce décalage qu'il peut y avoir entre la perception que nous avons peut-être au niveau des ministères et la réalité du terrain vécue par les usagers. Et je crois que la semaine prochaine, l'UNAFAM va publier son 2e baromètre des aidants, où on voit qu'effectivement, pour les gens, les choses n'avancent pas suffisamment vite, mais je crois que, et c'est le dernier message de Franck, et il est tout à fait juste, me semble-t-il, je crois qu'il faut que nous ayons une vision positive et que nous nous appuyions effectivement sur tout ce qui marche, sur tout ce qui fonctionne, et que nous le fassions savoir. Je vous remercie, je vous prie de m'excuser d'avoir été un petit peu long et d'avoir empiété sur...